bonjour à toutes et à tous. L'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui est une histoire qui donne l'impression que parfois le monde des morts continue à côtoyer celui des vivants tant que l'ordre naturel des choses n'a pas été rétabli. Alors c'est l'histoire d'un personnage auquel on a donné le nom de Lost Bird, c'est-à-dire oiseau perdu. Personnage dont l'histoire est elle-même indissociable de l'événement que l'on considère comme étant le dernier massacre d'Amérindiens, à savoir le massacre de Wounded Knee, qui a eu lieu le 29 décembre 1890. Alors, il faut savoir que dans les livres d'histoire américains, le massacre de Wounded Knee est relaté sous le nom de la bataille de Wounded Knee. Donc, vous verrez en ayant pris connaissance des détails de l'événement que le mot bataille est assez humoristique dans le sens noir du terme. Et en ce qui concerne le personnage Lost Bird, c'est un personnage dont j'avais entendu parler à plusieurs reprises de manière vague et qui, lors de l'un de mes voyages dans le Dakota du Sud, justement un voyage sur les lieux du site de ce massacre, où il y a une fosse commune qui abrite entre 350 et 400 cadavres, où il y a maintenant autour un cimetière pour les enfants. Et bien à l'entrée de ce site, j'étais tombé sur une pierre tombale où il était écrit Lost Bird 1890-1919. Donc ça m'avait donné envie d'approfondir un peu sur cette histoire et d'en prendre connaissance. Et la raison pour laquelle je veux vous la relater aujourd'hui, c'est que cette histoire caractérise vraiment la destinée de milliers d'enfants amérindiens qui à l'époque ont été adoptés de gré ou de force par des familles américaines, des familles blanches. Bon, à l'époque, il n'y avait pas besoin d'avoir le consentement de la famille ou des parents pour adopter, pour s'approprier l'enfant d'une famille indienne, surtout dans les conditions que vous allez voir. Alors, comme je le disais, l'histoire de Lost Bird, de cette petite fille, parce que c'est une petite fille, est indissociable de l'histoire de Wounded Knee. Alors je vais commencer par planter le contexte de Wounded Knee pour en arriver ensuite à l'histoire de celle qu'on appelle Zincalazoni, c'est-à-dire petit oiseau perdu. Alors dans cette année 1890, en décembre 1890, on va sauter 250 km plus au nord-ouest de Wounded Knee, sur la réserve de Standing Rock. Alors qu'est-ce qui s'y passe? Il s'y passe que les tensions sont à l'extrême. Tensions parce que il y a la famine, les traités ne sont pas respectés en ce qui concerne l'apport de nourriture, et quand elle arrive, c'est de la nourriture avariée. Les territoires de chasse ont été encore plus diminués, puisque ce qui était la grande réserve Sioux de 1871 a encore été réduite une nouvelle fois. Donc il n'y a quasiment plus de territoire de chasse, et de toute façon, la quasi-totalité des bisons a disparu de par le massacre proféré par les colons et les fermiers. Alors sur cette réserve, tension extrême, d'autant plus que la même année arrive un medicine man qui s'appelle Wowoka, qui vient de la tribu des Paiutes, et il vient avec une nouvelle vision qu'il vient d'avoir, donc une vision que les esprits lui ont donnée, la vision d'un nouveau rite, donc une nouvelle danse et de nouveaux chants, nouvelle danse plutôt, que l'on appelle Ghost Dance, c'est-à-dire la danse des esprits. Il explique à tous les gens qui veulent l'entendre que les esprits lui ont dit qu'en pratiquant ce rite et cette danse, l'histoire se ferait à rebours, l'ancien temps reviendra, les hommes blancs disparaîtront et le gibier reviendra en abondance et les ancêtres reviendront sur terre. Il dit même que lors de cette vision, il a vu Jésus-Christ et qu'en fait Jésus-Christ était un Indien d'Amérique qui allait rétablir l'ordre des choses. Alors, cette vision et ce rite se répand comme une traînée de poudre. Alors il faut savoir pourquoi, c'est que l'état psychologique de tous les gens qui se trouvent sur la réserve de Standing Rock, comme sur les autres réserves, est catastrophique. Catastrophique dans le sens où il faut se remettre dans le contexte en fait. Ce ne sont pas des gens qu'on vient juste d'emprisonner sur un territoire limité. Ce sont des gens qui, tous, ont connu
la véritable liberté au sens profond du terme, c'est-à-dire aucune notion de territoire fini et définitif, aucune notion de paiement pour l'obtention de nourriture ou d'une cabane ou d'un abri, c'est-à-dire ce qui leur tombe sur la tête, c'est un concept qui leur est complètement étrangers. Ils ne comprennent absolument rien au style de vie qu'on veut leur imposer. Et de fait, donc, le rôle des femmes, des enfants, des hommes est complètement bouleversé. Plus personne ne sert à rien. C'est un choc traumatisant au plus haut degré. Donc c'est dans cet état psychologique que les tensions montent et que ce nouveau rite qui promet le retour à la normale se répand comme une traînée de poudre. Alors sur cette réserve de Standing Rock, il y a Sitting Bull. Vous savez, Sitting Bull, vous avez certainement entendu le nom, personnage très célèbre, faussement considéré comme un guerrier ou un grand chef au sens où nous l'entendons. Ce n'est pas du tout un guerrier, ce n'est pas un chef coercitif au sens où nous l'entendons. Sitting Bull, c'est un medicine man. C'est un medicine man qui a une telle sagesse que beaucoup de gens le suivent, c'est-à-dire c'est une logique amérindienne. Il prend des décisions sages, qui nous apporte le bien-être, nous le suivons. Il arrête d'être sage, nous ne le suivons plus. Donc, Sitting Bull, lui, pour tous ses conseils et toutes les décisions qu'il a prises au préalable et avec lesquelles il a acquis une certaine sagesse, est un personnage qui a un très grand charisme et qui est donc suivi par la plupart des gens et écouté. Alors, avec la propagation de ce rituel de la Ghost Dance et des tensions qui vont avec, les colons et les fermiers qui se trouvent aux alentours de la réserve de Standing Rock commencent à être extrêmement nerveux. Ils considèrent ce nouveau rituel, en fait ils pensent que ce nouveau rituel est un prélude à des actions de guerre, qui est complètement faux, ça n'avait aucun rapport, mais c'est ce qu'ils craignaient. Alors il y a de plus en plus d'appels à l'aide, de plaintes, de plaintes qui sont faites à l'armée, au gouvernement, tout ça, pour qu'il y ait une intervention. Parce qu'ils craignent un débordement de la part des Lakota. Ce qui n'était pas du tout prévu, mais ça, ils l'ont su qu'après. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Il se passe que les autorités demandent imaginent qu'il faut attraper Sitting Bull et lui demander de dissuader ces gens de pratiquer ce rite. Pour les pourparlers, on envoie un personnage que vous connaissez tous qui s'appelle Buffalo Bill, que Sitting Bull connaissait bien. Buffalo Bill était en amitié avec Sitting Bull. Sitting Bull avait participé à certains shows de Buffalo Bill, j'en reparlerai plus tard dans l'exposé. Donc on envoie Buffalo Bill, mais bon, rien ne se passe. Donc le 15 décembre 1890, les autorités décident d'envoyer la police indienne, c'est-à-dire la police du camp, arrêter Sitting Bull. Donc il y a un détachement d'environ une quarantaine de policiers indiens, donc, qui se présente devant le tipi de Sitting Bull et qui le somme de sortir pour pouvoir l'arrêter. Alors ça commence à gronder, et puis quand ils essayent de s'en emparer physiquement, disons que celui qui essaye de l'attraper physiquement est repoussé par Sitting Bull, il y a un coup de fusil qui part, un officier est touché. De là, vous imaginez ce qui se passe, ça part dans tous les sens, Sitting Bull est tué, 8 sympathisants de Sitting Bull sont tués aussi, et 6 policiers sont tués. Donc c'est la mort de Sitting Bull le 15 décembre 1890, ce qui provoque un choc terrible sur la réserve. C'est le départ des événements de Wounded Knee, c'est le départ de l'enchaînement tragique que je vais vous expliquer. Alors, une semaine après environ, vers le 23 décembre, il y a plusieurs sympathisants de Sitting Bull qui craignent des représailles. Donc ils décident de partir de Standing Rock, de se diriger vers une réserve un peu plus au sud de Cheyenne River, où ils vont retrouver un leader qui s'appelle Spotted Elk, que plus tard on va connaître malheureusement dramatiquement sous le nom de Bigfoot. Et ils décident d'aller le rejoindre pour se mettre sous sa protection, lui expliquer la situation, et Spotted Elk, donc qui deviendra Bigfoot, décide de prendre tous ces gens qui sont eux des Minneconjou, donc c'est des Sioux aussi Lakota, donc vous savez que les Lakota sont divisés en plusieurs nations, donc les gens de Sitting Bull sont des Hunkpapa
et les gens de Bigfoot sont des Minekonju, ou Ansiu Minekrowoju. Voilà. Minekonju, c'est occidentalisé. Alors, Bigfoot, lui, le 23 décembre, donc une semaine après l'assassinat de Sitting Bull, décide de prendre ces gens, plus les quelques Hunkpapa qui viennent avec lui, et d'entreprendre une marche assez laborieuse, exténuante, pour rejoindre la réserve de Pine Ridge, qui se trouve à 250 km au sud, dans le Dakota du Sud. Je vous rappelle qu'on est en plein hiver, hein, on est le 23 décembre, donc pour ceux qui connaissent le Dakota au mois de décembre, c'est un style d'hiver qu'on connaît rarement en France, vous voyez. De plus, le trajet traverse les Badlands. Alors les Badlands, c'est dans le Dakota du Sud, c'est un désert de pierre. À la base, c'est de volcanique, c'est de la lave, mais maintenant c'est un désert de pierre. Alors un désert de pierre, moi j'y étais l'hiver et l'été. Je vous garantis que l'été, vous cuisez comme un œuf dans une poêle, et l'hiver, c'est le cas de dire, ça gèle à pierre fendre, puisque c'est que des pierres. Donc ça, c'est sur le trajet. Alors Bigfoot part avec tous les siens ainsi que les Hunkpapa et entreprennent cette marche. Et ils arrivent à quelques kilomètres de Pine Ridge. Donc vous voyez, ils ont réussi. Ils arrivent donc à quelques kilomètres de Pine Ridge. Là, on est le 28 décembre. Et ce 28 décembre, tout le convoi de Bigfoot est rejoint par le 7e de cavalerie et le major Samuel Whitside. Alors, un petit mot d'abord sur le 7e de cavalerie, parce que c'est important. Le 7e de cavalerie, c'est ce régiment qui était commandé 15 ans au préalable par un général tristement célèbre pour sa cruauté, qui était surnommé le tueur de femmes et d'enfants, qui s'appelle le général George Armstrong Custer. Ce général, si vous avez vu le film Little Big Man, c'est le général que Dustin Hoffman essaye de tuer à plusieurs reprises. Donc général connu pour tuer les femmes et les enfants. Et 15 ans au préalable, ce général qui était en campagne avec le 7e de cavalerie pour massacrer des villages de ça, de là, était arrivé dans une région qui s'appelle la région des Bighorn, Little Bighorn, c'est dans le Montana, et avait surpris un camp d'été qui était composé de plusieurs tribus, avec plusieurs milliers d'Indiens, pour l'essentiel des Lakota, des Cheyennes, des Arapaho et quelques autres. Et il avait décidé de tenter une action d'éclat, c'est-à-dire avec son 7e de cavalerie, le régiment qu'il avait à l'époque, de 250 personnes, d'attaquer lui-même, sans attendre les renforts, d'attaquer le camp de ces Indiens hostiles. Alors ce qu'il avait derrière la tête, en fait, c'était d'établir une action d'éclat qui lui servirait de crédit pour la présidence de la République. Alors, comme la prétention se paye un jour ou l'autre, il s'était fait entièrement massacrer jusqu'au dernier. Alors voilà pourquoi dans ce 7e de cavalerie et ce major Samuel Whitside, ce 28 décembre 1890, 15 ans après, environ, on fait une quinzaine d'années après Little Bighorn, nous pouvons imaginer qu'il y a ressentiment et idée de vengeance. Alors, ce 7e de cavalerie continue à accompagner le convoi de Bigfoot sur quelques kilomètres et puis lui ordonne d'arrêter et de s'installer. Nous sommes le 28. Le 28 au soir, le 7e de cavalerie est rejoint par un second major qui s'appelle le major Forsyth et le reste donc des hommes valides du 7e de cavalerie, ce qui porte le nombre de soldats américains à 500. Du côté de Bigfoot, ils sont entre 350 et 400, dont la plupart sont des femmes et des enfants, plus des vieillards, il n'y a que quelques guerriers. Alors, le soir du 28, les troupes, les soldats installent aussi leur campement, mais prennent soin d'encercler le camp avec 4 canons, à l'époque on appelait ça des canons Hotchkiss. C'est, je pense, les premiers canons qui se chargent par la culasse. Enfin, des canons qu'on aurait pu ranger en ligne dans un coin ou dans un autre. Le souhait de les placer aux 4 coins du camp en entourant le camp, ça donne déjà une certaine idée de la préméditation. Alors, le lendemain matin, au lever du jour, à l'aube, le 29, ordre est donné aux gens de Bigfoot de rendre leurs armes. Alors là, l'histoire devient confuse. Il y a
il y a, qu'on appelle ça, il y a plusieurs versions, mais je pense que toutes sont bonnes. Elles amènent toutes au même endroit, de toute façon. Alors on demande aux gens de Bigfoot de se désarmer. Chez Bigfoot, seuls les jeunes hommes sont armés, puisqu'il y a uniquement des vieillards, des femmes et des enfants, comme je vous le disais. Alors, selon les versions, un soldat américain s'est adressé à un Lakota qui s'appelle Black Coyote, et qui était sourd, en fait. Et il a fallu répéter plusieurs fois, il ne comprenait pas. Il s'est énervé parce que quand on a voulu prendre son fusil, il a prétexté que, pour parler d'une manière moderne, ça lui avait coûté un bras, il ne comptait pas le donner. Donc la tension est montée. Dans une autre version, je pense moi que ça s'est passé en même temps, un des Medicine Men s'est mis à danser ce rituel, pardon, excusez-moi, dont je vous ai parlé plus tôt, à savoir le rituel de la danse des esprits, parce qu'il était stipulé aussi dans ce rituel que ce rituel proférait une chemise invisible qui empêchait les balles d'atteindre le corps. Vous voyez dans quel état de désespoir ils étaient. Alors je pense que toutes ces versions se corroborent, qu'il s'est passé tout ça. Toujours est-il que lors de la résistance de Black Coyote a donné son fusil, un coup est parti, un officier est tombé. Dès lors, c'est un feu nourri et non-stop pendant un très long moment, canon y compris. Les soldats sont complètement déchaînés. Alors, le convoi, la totalité du peuple de Bigfoot est assassiné. Il n'y a quasiment aucun survivant, sinon qui se compte sur les doigts de la main, qui sont en fait blessés graves, qui mourront plus tard. C'est-à-dire qu'on arrive environ, ce qui a été trouvé après parmi les cadavres, à entre 350 et 400 cadavres d'Indiens. La volonté du massacre total est prouvée par le fait d'avoir retrouvé même 4 kilomètres plus loin que le site du massacre, des femmes en train d'allaiter leur enfant, mais mortes par terre, sabrées, voilà, avec l'enfant en même temps. Donc 4 kilomètres au loin. Donc c'est vraiment la volonté d'en finir avec tout le monde. Du côté des soldats américains, il y a 25 morts. Donc 400 d'un côté, 25 de l'autre. C'est pour vous rappeler la bataille de Wounded Knee. Alors, quand on regarde les archives militaires qu'on trouve dans le formidable livre de D. Brown, Enterre mon cœur à Wounded Knee, et les archives militaires sur Wounded Knee, on se rend compte que la plupart des 25 soldats américains ont été tués du fait de leurs tirs croisés. Vous voyez, donc déjà, ça. Pour la petite anecdote, pour la bataille de Wounded Knee, il y a eu 20 médailles d'honneur de distribuées aux officiers. Pour vous donner un ordre de grandeur, lors de la Seconde Guerre mondiale, parmi les 65 000 soldats originaires du Dakota, il n'y a eu que 3 médailles d'honneur distribuées. Là, pour cette action qui a dû durer quelques heures, voilà, 20 médailles d'honneur distribuées. Mais, par contre, ces médailles ont été annulées en 2001, avec travail de certains groupes d'Indiens, tout ça pour la mémoire. Donc, mais là, on parle de l'époque et du contexte. Alors, ce qui s'ensuit, c'est 3 jours d'un blizzard intense. Comme je vous l'ai dit au préalable, on est en décembre dans le Dakota. 3 jours de blizzard intense où rien n'est possible. Donc, à l'aube du 4e jour, l'armée ordonne à des civils de faire un compte rendu des corps, de récupérer tous les corps et de les balancer dans une fosse commune. Là commence l'histoire de Lost Bird, ou en Lakota, Zenkala Zoni, petit oiseau perdu. Alors, dans une crevasse, près du lieu du massacre, dans une crevasse, sans doute pour se réfugier de froid, on trouve une femme morte, bien sûr, gelée, mais gelée toute enroulée sur elle-même. Et en fait, en la débloquant tant bien que mal, en la déroulant tant bien que mal, on se rend compte qu'en fait, elle avait essayé avec son corps d'envelopper au maximum son petit bébé pour qu'il ait une chance de survie. Et miracle, le petit bébé est vivant. Il est en vie, c'est une petite fille.
Alors cette petite fille est récupérée par les Lakota qui sont en train de compter les morts et de les mettre dans la fosse, donc qui servent d'homme de main à la troupe. Le bébé passe de famille en famille pour être protégé, et il est accompagné de la légende qui l'entoure, c'est-à-dire le seul survivant miraculeux de Wounded Knee, c'est-à-dire une petite fille à qui, à l'occasion, on donne le nom de Zenkalazoni, petit oiseau perdu, Lost Bird, comme diront les Américains. Alors, cette légende dans le coin fait du bruit. Miraculé de Wounded Knee, ça fait du bruit, ça vient aux oreilles d'un général américain. Je crois que c'est le général de la garde nationale, il me semble, je vais passer à vérifier. Il s'appelle le général Leonard Colby. Alors, il décide d'aller voir ce que c'est, et il, comme je vous en ai parlé, il s'approprie l'enfant, c'est-à-dire il adopte de force, de toute façon, puisqu'il n'y a rien à dire. Il adopte de force, mais vous le verrez plus tard, il adopte uniquement pour comment on appelle ça, pour dans un but de marketing carriériste. Vous voyez, ça fait c'est quelqu'un qui est historiquement et socialement célèbre, donc le général Leonard Colby, qui, après avoir perpétré le massacre des Indiens, s'adonne à l'humanisme en sauvant un petit bébé afin de le civiliser et de le sauver, c'est-à-dire de sauver sa vie dans tous les sens du terme. C'était plutôt dans ce sens. D'ailleurs, preuve en est que cet homme Colby est marié avec une dame qui s'appelle Clara Colby, qui elle est suffragette. Vous savez, ce sont ces femmes à l'époque qui luttent pour obtenir le droit de vote, et qu'il ne la prévient même pas, il ne lui demande même pas son avis. Il prend le bébé, il fait une photo avec, qui le rendra célèbre avec ce bébé, et il l'emmène à sa femme sans lui avoir demandé son avis. Alors, le véritable nom de l'enfant, on ne le connaîtra jamais. Elle a été baptisée Zenkalazoni par les Lakota. La mère décidera de l'appeler Margaret, mais elle la nommera toujours Zinka. Alors, ce petit oiseau perdu, cette petite fille, devient finalement l'enfant adoptif d'un couple, comme je vous l'avais dit, historiquement et socialement élevé. Et une chance pour la petite fille, sa mère Clara se prend d'un amour pour elle, alors que l'adoption n'était même pas prévue. Donc c'est une chance. Les premières années de cette petite fille sont prometteuses. Tout se passe très bien, elle est entourée de l'amour de sa mère, pas de son père, nous le verrons plus tard, mais tout se passe à peu près bien. Néanmoins, vers sa 10e année, elle commence à se rendre compte, de manière forcée, de sa différence. Pourquoi? Eh bien parce qu'elle va à l'école des riches, puisqu'elle vient d'une famille riche, adoptive. Elle va à l'école des riches et elle ne subit que moqueries, dégoût, dédain, sévices de la part de ses camarades, pour qui elle est une simple curiosité. Donc cette petite fille qui n'a rien demandé à personne se retrouve dans un monde où elle est une curiosité de laquelle on rit et à laquelle on fait subir toutes sortes de sévices parce qu'elle est différente. Il faut se replacer dans le contexte américain. Au début du siècle, elle venait de chez les sauvages. Je veux dire, voilà. Elle vient d'une tribu de gens qu'il a fallu éliminer pour laisser place à la civilisation, je veux dire, et au christianisme. Alors cette petite qui commence à comprendre sa différence, elle en est traumatisée, vous l'imaginez. Elle ne connaît même, parce que là aussi on se met dans un contexte, il faut se mettre dans leur contexte. Elle ne connaissant rien à son histoire et étant dans une ville, parce qu'elle est à Washington avec ses parents, étant dans Washington ou non, Béatrice dans le Nebraska, elle est au départ. Voilà. Mais elle est dans une ville. Elle ne connaît pas son histoire, elle ne sait pas ce que c'est un Indien. Tout ce qu'elle voit, c'est qu'elle a une apparence physique qui fait qu'elle est détestée. Je vous laisse imaginer pour une petite fille, d'un point de vue intellectuel, le fait d'assimiler ça. Oui. Alors,
elle devient en fait de plus en plus agitée. Ses nuits sont remplies de cauchemars. En fait, elle n'a plus de sommeil. Elle devient tellement difficile à gérer qu'il n'y a plus aucune école qui l'accepte. Alors, de plus, là rentre en jeu l'indifférence de son père, qu'il n'avait adopté que par souci de marketing carriériste, comme je l'avais vu. Son père est tellement indifférent que finalement, il finit par se tirer avec la nourrice et de laisser la mère et la petite fille sans aucune pension. Alors, sans rien pour vivre. Donc la mère et la petite fille s'en vont vivre à Washington. Je n'en ai pas la raison, donc je ne vous en parle pas. Et donc c'est ainsi que ce contexte de pauvreté, de précarité devient maintenant le quotidien de cet oiseau perdu, dont la santé physique et mentale ne cesse de se détériorer et de décliner. Alors, en 1905, quand elle a 15 ans, cette jeune adolescente maintenant est envoyée dans un pensionnat pour Indiens dans l'Oregon, à Portland. Alors les pensionnats, je ne vais pas vous les décrire dans cette vidéo, puisque j'en prépare une là-dessus assez corsée et assez exhaustive, mais le pensionnat de l'époque, on a vu avec les scandales qui ont suivi et les archives, tout ça, ça n'a rien à envier à un camp de concentration pour enfants. Voilà. Pensionnat pour Indiens de l'époque, c'est torture physique, sévices sexuels, c'est l'abomination. Tentative de les éliminer par inoculation de virus, aucun soin, c'est l'enfer sur Terre. Et je vous promets de vous faire un véritable exposé là-dessus, car j'ai accès de par des sources aux véritables archives sur l'histoire de ces pensionnats et ce qui s'y est passé. Mais là, c'est pas le sujet, donc je n'approfondis pas, je vous dis juste qu'elle y passe l'enfer. Elle s'en échappe un an après, en 1906. À l'âge de 17 ans, elle est tellement ingérable que sa mère la renvoie chez son père. Mais là, c'est encore plus catastrophique. Vous vous souvenez, je vous avais dit que son père n'en a strictement rien à foutre. En plus, il était maintenant avec une nouvelle femme. Donc, elle est envoyée chez son père à 17 ans, et là, il y a une sale histoire. Donc, il y a une sale histoire dont on n'a pas les preuves matérielles, on n'a que des rumeurs, et on a les faits. Alors, les faits, c'est que la rumeur, c'est la suivante. Elle aurait été violée par son père adoptif. Pas de preuves tangibles, donc je ne vous parle de ça que comme d'une rumeur. Maintenant, je vais vous donner les faits. C'est chez ce père adoptif où ça se passe d'une manière catastrophique qu'elle tombe enceinte. Que ce père adoptif, de colère, la met de force dans une maison de correction ultra sévère où elle y perdra son enfant et où il y restera incarcéré un an après avoir perdu cet enfant. Alors, voilà, ça ce sont les faits. Donc, elle ne sait pas où aller, elle s'en retourne encore une fois chez sa mère, où il semble que pendant une période assez courte, une période d'un an, elle trouve un minimum de stabilité en se mariant avec un jeune homme, un Français, apparemment. Mais, comme vous l'avez compris, le destin s'acharne sur cette petite, il se trouve que cet homme lui donne la syphilis, qu'elle gardera jusqu'à la fin de ses jours et qui lui pourrira la santé jusqu'à la fin. Alors, durant la période qu'elle suit, je vous laisse imaginer l'état psychologique et physique de cette jeune femme. Elle a commencé à avoir des jobs temporaires, alors des jobs bien sûr dans des endroits où on a besoin d'avoir une SQO. Vous voyez, donc évidemment, petit rôle dans des petits films, dans des vaudevilles. Elle a aussi tourné justement avec Buffalo Bill, dont je vous ai parlé un peu plus tôt. Buffalo Bill, à l'époque, c'est un cirque ambulant qui tente à retracer avec des numéros l'histoire de la conquête de l'Ouest. Alors, je vous rassure, l'histoire de la conquête de l'Ouest par le Buffalo Bill Show, une fois qu'il y a eu l'attaque de la diligence, l'attaque du train, la reddition de Sitting Bull, un steak, une bière, un roux, et puis c'est bon, et c'est plié. Vous voyez, on est passé la version Mickey, voilà. Donc elle tourne un peu avec le Buffalo Bill Show et elle se met en couple avec un homme qui travaille dans ce Buffalo Bill Show. Alors, ce qu'il faut dire, c'est que pendant cette période aussi, elle a tenté plusieurs fois de retourner sur la réserve indienne pour retrouver ses racines.
pour retrouver un cadre, pour trouver quelque chose, pour trouver qui elle est, pour trouver une stabilité. Donc elle est retournée sur cette réserve indienne, elle est à la Standing Rock et à Pine Ridge. Et comment ça s'est passé? Eh bien, ça s'est mal passé. Alors, mal passé, pourquoi? Parce que ça a été très froid. Et très froid. Pourquoi? Et je vais vous l'expliquer. C'est qu'il faut encore une fois se remettre dans le contexte. Les gens que le trouvent sur la réserve indienne, sur les réserves indiennes à l'époque, ont peut-être le même faciès qu'elle, sauf que l'immense majorité ne parle pas anglais. Souvenez-vous, ils viennent d'être mis en réserve, ne parlent pas anglais, baragouinent quelques mots. Ceux qui parlent anglais sont les seuls traducteurs. Elle a le faciès des Indiens d'Amérique, mais elle ne parle pas un mot de Lakota. Elle n'a aucun code de comportement des Lakota. Ce qui fait qu'on a une rencontre entre des gens, des Lakota pure souche, qui sont encore en état de choc, et qui voient en face d'eux une personne qui a le même faciès qu'eux, mais qui ne parle pas leur langue, qui, bien que sachant son histoire, voit aucun comportement qui a un rapport avec eux. Et elle, c'est pareil dans l'autre sens. Elle ne sait pas comment agir avec ces gens, elle ne connaît pas leur langue, elle ne comprend rien, tout se passe de manière la plus froide possible. En plus, elle tombe sur des gens qui sont dans une misère monumentale, et encore sous l'état de choc dont je vous parlais au préalable. Voilà. Quel pire contexte pour des retrouvailles, vous voyez. Alors, elle se liera quand même d'amitié avec une ou deux jeunes filles là-bas, et ça lui servira plus tard, vous verrez dans la suite de l'histoire. Alors, dans ces années-là, en 1916, elle vivait dans une pauvreté extrême avec son mari qui était tombé malade. Vous savez, la personne dont je vous ai parlé, qu'elle a rencontrée au Buffalo Bill Show. Ce mari était tombé malade, et elle devait même se prostituer pour pouvoir subvenir aux moyens du couple, et aussi, entre-temps, des deux enfants qu'elle avait eus. Alors l'un de ces deux enfants était décédé, et le deuxième enfant, elle l'avait donné en fait à une Indienne, une des femmes avec qui elle avait sympathisé sur la réserve. Elle lui a donné son enfant pour être sûr que lui au moins ait une vie, un cadre, une identité et un semblant d'avenir. Alors, bon, elle commence à avoir une santé qui est complètement détériorée, et mentale et physique. Son mari est malade également. En 1818, ils décident tous deux de déménager chez les parents de ce dernier, donc chez les parents du mari, c'est-à-dire en Californie, dans la ville de Hanford. Et là, comme je vous l'avais dit tout à l'heure, quand le monde des morts côtoie celui des vivants, jusqu'à ce que ça revienne à l'ordre naturel, et bien là, simplement, un an après, elle attrape la grippe espagnole en février 1919, vous savez, cette immense épidémie de grippe espagnole qui a tué des millions de gens. Eh bien, elle l'attrape et elle meurt quelques jours plus tard, le jour de la Saint-Valentin, le 14 février 1919. C'est la date à laquelle Lost Bird disparaît. Alors, Clara Colby, sa mère adoptive, qui avait eu beaucoup d'amour pour elle, avait finalement essayé de l'éduquer comme une occidentale dans une société qui n'était pas prête pour ça, qui était complètement intolérante. Cette même mère avait toujours essayé de la dissuader de se rapprocher de ses racines, mais pensait-elle sans doute pour son bien, sachant ce qui arrivait à ce genre aux tribus amérindiennes à l'époque. Alors à la fin de sa vie, finalement, ce petit oiseau perdu n'avait été accepté ni d'un côté, ni de l'autre. Finalement, Zin Calazoni est rentrée chez elle en 1991. C'est grâce à l'écrivaine Renée Sanson Flood qui, après avoir écrit l'histoire de Lost Bird, a retrouvé la tombe de la jeune fille en Californie et a fait transporter ses restes sur les lieux mêmes du massacre, à savoir Wounded Knee, où se trouve la fosse commune dont je vous ai parlé, où sont enterrés tous les membres de sa tribu et sa mère originelle. Alors, son histoire tragique, c'est vrai qu'elle a déclenché l'organisation de ce qu'on appelle la Lost Bird Society, qui depuis aide les enfants ayant comme elle été adoptés de force à retrouver leurs racines. Alors, ce qu'on peut dire, c'est que finalement, la mort de ce petit oiseau perdu aura duré 30 ans.
Elle est en fait, pour moi, véritablement décédée le 29 décembre 1890, et par un tour de force du destin ou un caprice de la mort, a attendu encore une trentaine d'années avant de faire le grand saut. Alors comme une âme perdue, je pense, pendant 30 ans, ou comme un être que la mort aurait refusé de prendre en même temps que tous les siens, elle aura passé sa vie à chercher la lumière, la porte, le chemin qui devait finalement la ramener vers là où tout a commencé, ou plutôt vers là où tout a fini. Donc elle repose aujourd'hui au même endroit que sa famille, au même endroit que cette mère qui, dans un réflexe désespéré, l'avait sauvée. Cette mère que si finalement, je pense, si elle avait pu voir en un flash ce qui attendait ce petit être à qui elle avait donné le jour, ces 30 années d'expérience terrestre sous le signe du malheur, l'aurait certainement exposé aux balles de ces meurtriers pour lui permettre de faire le grand voyage avec elle. J'aime penser qu'aujourd'hui, elles sont toutes les deux réunies.